Province d'Herat, dans l'ouest de l'Afghanistan. Nous dépassons la dernière base de l'armée afghane, un camp retranché dont les soldats ne sortent presque jamais. Au-delà s'étend un no man's land que se disputent différents groupes armés. Après des mois de négociations, des hauts commandants talibans nous ont donné rendez-vous quelque part sur cette piste isolée. À nos côtés, un traducteur et une escorte armée. Il y a beaucoup d'explosifs actionnables à distance sur cette route. Mais n'ayez pas peur, ils ne les feront pas sauter. À part nous, personne ne peut venir dans cette zone ou la quitter. Les talibans nous attendent dans ce désert où résonnent au loin des tirs d'armes automatiques. Ces hommes sont très conservateurs. Je pense que vous devez mettre vos burqas. Ces combattants ont exigé de nous rencontrer sur ce terrain neutre, à la frontière de leur zone d'influence. Pour l'occasion, ils ont planté le drapeau taliban. Le commandant nous attend là-bas. L'entretien ne va durer que quelques minutes. Ce ne sont pas de bonnes conditions pour discuter. Normalement, nous restons dans les montagnes. Nous sommes descendus ici pour vous. D'habitude, on ne s'assied pas comme ça, à découvert. Ces combattants ont été déployés dans la région depuis quelques jours. Partout en Afghanistan, la guérilla fondamentaliste étend son emprise et multiplie les attaques, notamment aux abords des grandes villes. Nous attendons encore beaucoup de renforts. 2 autres unités nous ont rejoints hier. Nous encerclons la province d'Herat et attendons les ordres. Si nous recevons l'ordre de capturer la ville, alors nous la prendrons. Quand on arrive dans un village, on s'installe dans la mosquée. C'est là qu'on dort. La première chose qu'on fait, c'est fermer les écoles, car elles suivent le programme scolaire du gouvernement afghan. On détruit les écoles et on renvoie tous les enseignants et autres employés. À la place, on installe nos propres écoles religieuses qui suivent notre programme et forment des talibans. Après cet entretien, les autorités talibanes nous autorisent à filmer un village sous leur contrôle. Leur objectif, nous convaincre que le mouvement n'est pas qu'une force militaire, mais aussi une alternative crédible au gouvernement officiel. Pour nous, c'est un moyen de découvrir cet État parallèle qui pourrait bien, si les talibans accèdent au pouvoir, préfigurer l'Afghanistan de demain. Faites votre reportage. Mais si nous voyons des véhicules du gouvernement entrer dans le village, que vous y soyez ou pas, nous attaquerons. Assez parlé. Il y a souvent des drones qui survolent cette zone. On ne peut pas rester plus longtemps. Partout, les combats font rage entre les soldats afghans et les talibans, évincés du pouvoir il y a 20 ans par une coalition militaire menée par les États-Unis. Mais la guérilla fondamentaliste gagne du terrain. Et alors que les forces internationales se retirent définitivement, l'armée afghane, exsangue, n'est pas en mesure de contenir leur avancée. Les talibans contrôleraient déjà plus de la moitié du territoire. Aujourd'hui, ils sont les maîtres des campagnes. Des zones qui n'ont pas bénéficié des plus de 150 milliards de dollars d'aide au développement déversés par la communauté internationale. Des fonds en partie détournés par les élites et souvent dirigés vers les villes. Emblème de modernité pour les uns, symbole de débauche pour les autres, les villes forment le dernier bastion de l'État afghan contre les insurgés. Des îlots de liberté où les citadins ont pris goût aux loisirs proscrits sous le règne taliban. Comme tailler sa barbe
flâner entre filles, danser pendant les mariages ou jeter au ciel un cerf-volant. Autant de libertés que les rebelles, qui sont aux portes des métropoles, pourraient faire disparaître à nouveau. Si les négociations en cours avec le gouvernement aboutissent à un partage du pouvoir, les talibans pourraient atteindre leur but, réinstaller à travers le pays un régime islamiste ultra-conservateur. À moins de 2 heures de voiture de la capitale, nous pénétrons dans la vallée d'Omar Khail, au cœur de la province du Wardak. Sur la route, des combattants nous escortent à moto. Chargés d'assurer notre sécurité, ils vont nous surveiller pendant l'intégralité du tournage. Dans le village, nous sommes accueillis par le patriarche Najibullah Siddiqui, une figure respectée de la région. Il est l'un des rares à nous avoir ouvert sa porte. 20 ans de présence étrangère ont alimenté une grande méfiance à l'égard des Occidentaux. Comme tous les matins, sa fille Zainab, 10 ans, s'affaire au puits. La maison n'a pas d'eau courante. La famille a toujours vécu dans ce village, contrôlé par les talibans depuis 12 ans. Les matins, je prends de l'eau et jette dans la maison. Et après, je vais à l'école. Je veux qu'elle travaille ses leçons dès le matin. Allez, laisse ça, je vais m'en charger. Occupe-toi plutôt d'étudier à l'école, d'accord Zainab? Si tu travailles bien, je t'achèterai des livres et des crayons. Ici, pas d'école gouvernementale. Pour les garçons, les fondamentalistes ont ouvert une école qui enseigne des programmes talibans. Quant aux filles, cette maison, devant laquelle patrouillent des hommes en armes, accueille les écolières. C'est une des promesses des insurgés s'ils reviennent au pouvoir. Laisser les filles poursuivre leur scolarité, au moins jusqu'à la fin de l'école primaire. Une manière pour eux de rassurer la communauté internationale. À Omar Khail, c'est une habitante du village qui fait la classe. Face à la caméra, l'institutrice doit cacher son visage. Elle traduit le Coran de l'arabe vers le pachto, la langue parlée dans le Wardak. Dans le Coran, il y a de très nombreux mots pour décrire Dieu, pour dire comme il est puissant. On fait la prière à la maison, dans la rue, partout. La religion est la matière principale pour cette classe unique, qui accueille des filles de tous les âges. En combien d'années le Saint-Coran a-t-il été révélé ici sur Terre? En 23 ans, Et à qui a-t-il été envoyé? au saint prophète Mahomet. Et qui a amené le Coran au prophète? Gabriel, que la paix soit sur lui. Il nous faut une vraie école coranique. Aidez-nous à en construire une. Pour ma part, j'ai mémorisé le Coran en entier et j'ai beaucoup d'élèves. Elles sont intelligentes et apprennent bien leurs leçons. Mon cours de religion dure 4 heures par jour. Les talibans, eux, ne nous causent pas de problème. Les filles viennent s'éduquer et je suis à leur service. Le cours de religion est terminé. Le professeur de maths va arriver. Bonjour. Comment allez-vous? Vous avez bien révisé vos leçons? Un homme qui enseigne les maths à une classe de filles, une scène singulière en pays taliban. Bien. Je vais écrire des opérations au tableau et une par une, vous les résoudrez. Par exemple, 8 fois 3 égale
On peut trouver la solution avec cette méthode. Et puis, en multipliant par 3, comme ça, ici. 12 fois 5 est égal à... On va utiliser les deux méthodes. On va multiplier par 5 et par 2. Vous comprenez? Il y a beaucoup d'idées fausses au sujet des talibans. Ils autorisent tous les élèves, garçons et filles, à étudier, car cela bénéficie aux générations futures. Jusqu'ici, nos enfants ont été privés d'éducation à cause de la guerre. Si les filles apprennent les maths et les sciences, elles pourront devenir ingénieurs, économistes ou encore professeurs. Un discours en apparence libéral. Dans les faits, peu de chances que ces fillettes aillent un jour à l'université. Près de 80% des Afghanes sont analphabètes. En territoire taliban, les rares femmes diplômées viennent souvent des grandes villes et sont employées dans les centres de santé. Comme ici, à la clinique d'Omar Khail. Derrière ce rideau, l'espace réservé aux patientes. Le mouvement fondamentaliste a légèrement desserré son étau sur la question de la santé féminine. Tu es malade, viens, assieds-toi. Cette jeune généraliste, formée à Kaboul, reçoit des patientes venues de toute la vallée. 25 ans plus tôt, Sohra Sedakat n'aurait pas pu exercer son métier. Aujourd'hui, elle écoute et soigne les femmes de talibans. Je n'ai pas d'appétit, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Vous avez des soucis à la maison? Oui. Quel genre de soucis? Vous n'arrivez pas à avoir d'enfant? J'avais un bébé, mais il est mort. D'accord. La belle famille dit que le bébé est mort par ta faute, parce que tu l'as emmené chez ton père. Toutes les femmes afghanes ont des problèmes psychologiques, pas seulement ici. Les femmes vont très peu dehors. Même entre elles, elles ne se voient pas. Dans ce district en particulier, c'est vrai que les habitantes ont de très dures conditions de vie. Elles portent la burqa et n'ont pas vraiment de distraction. Tu as mal? Oui. C'est ici que tu as mal? Oui, j'ai mal jusqu'ici. Sohra Sedakat est l'une des rares femmes médecins à faire l'aller-retour depuis la capitale. Sur la route, ni l'armée afghane ni les talibans ne l'arrêtent. Depuis des années, il existe une coopération tacite entre les deux ennemis pour faciliter les transports médicaux. Le jour où je suis arrivée ici, les talibans ont vérifié mon diplôme universitaire. Ils l'ont lu avec attention et ont bien confirmé que j'étais allée à l'université de Kaboul, puis ils m'ont embauchée. À Kaboul, je ne porte pas la burqa, mais ici, je dois la revêtir en dehors de la salle de consultation. C'est la coutume. Si je ne le faisais pas, les gens pourraient penser que je suis venue encourager les femmes à la débauche. Lorsqu'ils étaient au pouvoir dans les années 90, les talibans interdisaient aux Afghanes de consulter des médecins hommes et leur barraient ainsi l'accès aux soins. Elle a des contractions. À combien est dilatée la patiente? Aujourd'hui, ils autorisent le docteur Azim à assister les infirmières. Dans la clinique, personne n'est affilié au mouvement. Tiens, ouvre ta main. C'est mieux que je mette l'aiguille dans ce bras. Quel âge avez-vous? Je ne sais pas, j'ai été mariée très jeune.
Et vous en êtes à votre 9e mois de grossesse? C'est la fin de ma grossesse. Très bien. La patiente va accoucher et les femmes m'ont demandé de quitter la pièce. Mais s'il y a une urgence, je viendrai aider la sage-femme. Dites aux autres femmes de votre village de se rendre à l'hôpital pour accoucher. Mais les femmes préfèrent rester chez elles? Oui, je sais, mais ce n'est pas bien. Quand vous verrez vos proches, donnez-leur l'adresse de l'hôpital et dites-leur toutes les bonnes choses que font les médecins qui y travaillent. Le bébé va bien. C'est une petite fille. La patiente est rhabillée, vous pouvez entrer. Comment allez-vous? Ça va. Vérifiez à nouveau sa tension artérielle. En dehors de ce sanctuaire, les femmes sont invisibles. Le marché d'Omar Khail borde la clinique. C'est le poumon économique du village. Un monde d'hommes où les talibans sont omniprésents. Soumis à une vigilance constante, tous les civils que nous rencontrons chantent leurs louanges, comme nous allons le voir en suivant Zainab et son père. Bonjour, je voudrais acheter un cahier pour enfants et des crayons. Oui, j'ai des stylos ici. Zainab, qu'est-ce que tu veux? Un livre. Et des stylos? Les talibans ont déclaré que les aliments périmés sont interdits à la vente. S'ils trouvent un aliment périmé dans notre épicerie, ils nous donneront une amende. Je pense que c'est mieux d'habiter en territoire taliban. Dans les endroits gouvernés par l'État afghan, on ne peut pas se déplacer, ni garder nos magasins ouverts la nuit, car c'est trop dangereux. Ici, notre magasin reste ouvert jusqu'à 20 h et je n'ai aucune crainte. Quant aux femmes, elles peuvent venir dans mon épicerie, même si elles ne sont pas accompagnées par un homme. Elles viennent en burqa et les talibans ne les arrêtent pas. Le temps de notre tournage, nous n'avons aperçu aucune femme au marché. Avant, on ne pouvait pas acheminer nos stocks depuis la ville à cause de l'insécurité. Il fallait utiliser des chemins détournés. Maintenant, tout est calme. Quand les talibans sont arrivés, ils ont commencé à nous encourager à fréquenter la mosquée. Ils nous ont envoyé des lettres signées par un chef religieux disant qu'il fallait les avertir si nos voisins ou nos amis n'allaient pas prier à la mosquée. Et alors, ils allaient les voir. De la législation alimentaire à la fréquence des prières, les talibans s'immiscent dans tous les aspects du quotidien. Ils s'invitent pour le thé, jusque dans le salon de Najibullah Siddiqui. Le vieil homme n'a jamais fait partie du mouvement, mais un drame l'a rapproché des talibans. Il y a 8 ans, les forces afghanes et américaines ont attaqué sa maison. Avant, je n'invitais pas les talibans à prendre le thé chez moi. Je ne me préoccupais pas de la guerre, je n'étais pas partisan. Nous, les civils, nous voulions juste étudier, éduquer nos enfants, gagner notre pain. Puis les soldats américains et ceux du gouvernement afghan ont montré leur barbarie. Ils ont semé la terreur ici, sous prétexte de combattre les talibans. Les attaques venaient du ciel, c'était des bombes? Oui, des bombes. Et aussi, ils ont fait irruption chez nous. Ils ont cassé la porte et tout le mobilier. Ils étaient si cruels.
Ils ont battu les enfants dans leur sommeil. Nous avons perdu 5 membres de notre famille, tous étaient des enfants ou des étudiants. Les talibans, eux, sont nés ici. Nous les connaissons tous. Ils vivent dans nos maisons, dans nos villages, nos communautés. Et de leur part, nous n'avons subi aucune injustice. Les forces gouvernementales, appuyées par l'armée américaine, sont accusées d'être responsables d'un tiers des victimes civiles du conflit. Comme pour le père de Zainab, ces bavures nourrissent un ressentiment dans lequel puisent les talibans. L'Afghanistan est un pays essentiellement rural. Les projets de développement financés par la communauté internationale n'ont pas atteint les campagnes, pauvres et très conservatrices. Le verger de Mohamed Wardaki souffre de la sécheresse chaque année. Ces champs sont fertiles, mais il n'y a pas assez d'eau. Alors ils deviennent secs. Aucun travail de modernisation n'a pu être fait ici. Aucun réservoir n'a été construit à cause de la guerre. Là, ce sont des abricotiers. Bientôt, ils donneront des fruits. Les pommiers n'ont pas encore fleuri. Cette année, on a pu exporter nos fruits au Pakistan, mais d'habitude, on les vend surtout à Kaboul. Les talibans ne nous causent aucun problème. Au contraire, ils m'aident avec le commerce. Ici, dans l'Émirat, dans les territoires talibans, vous pouvez voyager sans crainte de jour comme de nuit, même avec de l'argent. Vous savez, les talibans appartiennent à cette campagne. Ils savent cultiver la terre. Chaque année, les talibans prélèvent un dixième des récoltes. C'est l'oucher, une taxe islamique imposée aux agriculteurs, un des nombreux moyens de financement de leurs activités. C'est un devoir religieux. Moi, je donne entre 27 000 et 30 000 Afghanis par an pour l'oucher. Ça dépend de notre récolte. Si les affaires marchent bien, je donne un peu plus. Et inversement. 30 000 Afghanis, l'équivalent de 300 €. Une somme très importante dans un pays où plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le montant de l'impôt, comme toutes les lois islamiques, est édicté dans cette mosquée. Aujourd'hui, ces dignitaires légifèrent sur des pratiques qu'ils jugent profanes, comme la musique lors des mariages. En tant que femmes, nous ne sommes pas autorisés à y assister. Mais notre traducteur a pu filmer quelques images de cette assemblée de responsables religieux et de combattants. Nous avons statué. Tous ceux qui ne respectent pas nos décisions seront jugés. En Afghanistan, c'est ce qu'on appelle le gouvernement de l'ombre. Allez, toi et toi, suivez-moi. Venez par ici. Maolawi Sabir est le gouverneur taliban du district, l'un des cadres de cet État parallèle très hiérarchisé. La charia s'applique à tout le monde, aux simples citoyens comme au chef le plus puissant. C'est comme ça que nous rendons la justice. Aussi loin que s'étend l'émirat taliban, les vies et les biens des gens sont en sécurité. Nous sommes encore en guerre, mais si vous allez au village, vous verrez que de nombreux projets ont été mis en place. Nous avons des écoles, des programmes agricoles ou des entrepôts pour stocker au frais les fruits et les légumes. Quand on n'aura plus aucune raison de se battre, alors la guerre finira et nous développerons ce pays dans tous les domaines. Après l'examen des lois, l'Assemblée judiciaire siège à ciel ouvert. Dans les zones qu'ils contrôlent, les talibans ont mis en place des cours de justice locales qui tranchent rapidement sur les affaires courantes. La justice gouvernementale, elle, est perçue comme lente et corrompue,
malgré les milliards de dollars dépensés par la communauté internationale pour son fonctionnement. C'est ce qui explique, en partie, la popularité des tribunaux talibans. Allez, apporte les dossiers et tes papiers. Aujourd'hui, 3 hommes ont été convoqués par les juges. Les 2 premiers sont des combattants accusés d'avoir utilisé leurs armes en dehors des combats. Alors, pourquoi tu as tiré? Je ne savais pas que c'était interdit. Parle plus fort. Tu as tiré? Mais pourquoi? C'était pour célébrer un mariage? Oui, c'était pour un mariage. En faisant ça, tu as violé les règles de l'émirat, on est d'accord? Je n'avais aucune idée de ces règles. J'étais nouveau dans la région et je n'étais pas informé de ça. D'accord. Mais nous avions diffusé des lettres officielles à tous les chefs de village. La commission a décidé de te punir et de te désarmer parce que tu as troublé l'ordre public. Tirer en l'air est interdit. Cela effraie nos habitants. Donc c'est ainsi, tu es puni et donc désarmé. Tu es d'accord avec cela? Tu reconnais ta faute? Je le reconnais. Et toi? Pourquoi tu as tiré? Parce que mon ami est revenu du front. Donc tu as tiré pour célébrer son arrivée? Oui. Ne savais-tu pas qu'il est interdit de tirer en l'air? Oui, j'étais au courant. Je suis désolé pour cet acte. Je ne le répéterai plus à l'avenir. D'accord, mais il a été décidé de te désarmer jusqu'à nouvel ordre. Allez, vous, venez ici. Le 3e aurait dépensé trop d'argent pour le mariage de son fils. Un excès contraire à la loi talibane. Quel est votre nom? Mon nom est Hadji Pachamir. Savez-vous pourquoi vous êtes appelé devant cette commission? Mon fils est un combattant taliban et je célébrais ses fiançailles. D'accord, ton fils est un taliban, mais pas toi. Oui, mais je célébrais le mariage de mon fils qui est un taliban. Être taliban ne lui donne pas de droit en plus. Au contraire, il s'expose à des punitions encore plus sévères. Quelqu'un comme moi doit être puni plus sévèrement encore que les autres. Car les talibans ont pour mission de faire le djihad pour l'amour d'Allah. Alors, si au lieu de ça, ils causent des problèmes aux gens, ou s'ils n'ont pas empêché le mal de se produire, ils doivent être très durement punis. Oui, je suis d'accord avec les témoins oculaires, je ne le nie pas. Mais nous n'avions que 6 invités. Mais du côté de la belle famille, ils ont suggéré à mon fils d'inviter plus de gens, plus de femmes. Et mon fils a répondu d'accord. Moi, je n'étais pas là pendant ces discussions et ça me retombe dessus. Je sais que nous devons suivre la loi de l'émirat taliban. Je suis un adepte de cet émirat. Mon fils est déjà un combattant taliban. Tu vois ces 2 combattants talibans? Nous venons de les désarmer. S'il est prouvé que j'ai enfreint la loi, je suis prêt à être pendu plutôt qu'une punition plus clémente. Vous dites que vous êtes prêt à n'importe quel type de punition? Oui, je suis tout à fait prêt, mais à une condition, de ne pas être faussement accusé sans preuve. Entendu, entendu. Nous allons poursuivre notre enquête. Ici, alors que les gens sont très pauvres et démunis, lorsqu'ils planifient un mariage, ils dépensent des sommes bien au-dessus de leurs capacités. Ils en viennent à mettre en gage leurs terres, leurs jardins et à gravement s'endetter. Alors, les érudits religieux et les combattants talibans de l'émirat ont discuté de la question pour réduire ces coûts. Car dans l'islam, dans la charia, l'extravagance est un péché et les actes contraires à l'islam doivent être évités. Cette justice se veut équitable pour les hommes. Quant aux femmes, les talibans continuent d'en faire les premières victimes de leur cruauté. Peu avant notre arrivée, dans la campagne d'Herat où s'est déroulée une partie de notre tournage, une jeune femme a été fouettée en public par un responsable taliban. Elle a été jugée coupable du crime d'indécence après avoir discuté au téléphone avec un garçon. Si cette femme avait été mariée, pour ce crime, elle risquait la lapidation. À Omar Khail,
Le gouverneur du district l'aurait condamné au même sort. Aujourd'hui comme autrefois, si la décision des talibans est en harmonie avec la loi islamique, que ce soit la lapidation à mort, la décapitation ou l'amputation de la main, c'est un principe fort de l'islam. C'est un principe fort de la charia et nous ne le changerons jamais jusqu'au jour du jugement dernier. Nous quittons l'atmosphère oppressante du village avec un sentiment trouble. Celui d'avoir rencontré une nouvelle génération de talibans à la tête d'institutions presque fonctionnelles, mais où la barbarie n'a pas disparu. Ceux qui ne suivent pas leurs préceptes n'ont pas d'autre choix que de fuir vers les villes. Pour de nombreuses femmes, les plus émancipées, c'est même une question de survie. La famille Khalili a ainsi trouvé refuge dans un quartier tranquille de la ville d'Herat. Massouda, la mère, dirigeait une école pour filles à Rorian, un district rural conquis par les talibans il y a 2 mois. Ce livre parle de l'amour qu'on porte à nos mamans. Et moi, j'aime ce sujet. Raconte-nous le jour où ta mère a décidé de déménager ici. C'était la nuit quand maman est arrivée vers moi. Elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose à l'école. Il y a eu un attentat suicide en pleine nuit. Les hommes ont essayé de faire sauter l'école. Maman est venue me voir et m'a dit que nous ne pouvions plus vivre ici. Elle a dit « Maintenant, ils attaquent les écoles, nous devons partir à Herat et vivre en ville. Mes amis, mes animaux et mes montagnes me manquent. » Depuis qu'elle s'est exilée en ville, Massouda reste en lien avec ses anciennes voisines. D'autres femmes de Rorian qui, comme elle, ont pris la fuite à l'arrivée des talibans. Je t'ai apporté des gâteaux au sucre. C'est si gentil de ta part. Laisse-moi t'apporter une assiette. Sohaila Abzadeh est l'une d'elles. La jeune veuve confectionnait des pâtisseries au village pour faire vivre sa famille. La sécurité est vraiment mauvaise à Rorian. Tu sais qu'il y a eu de violents combats la nuit dernière. Ils ont tiré une roquette sur l'école de Kawsar. Il vaut mieux être triste ici que là-bas en ce moment. Mes fils restés à Rorian me manquent. J'ai été professeure pendant 19 ans là-bas et depuis 2 ans, j'étais la directrice de l'école. Toutes les filles du village étaient mes élèves. Certaines sont même devenues médecins. J'ai dû partir parce que j'ai reçu des menaces, parce que je travaillais pour une école publique. La veille de notre départ, il y a eu des combats très violents. Mon mari a dit qu'on ne pouvait pas rester, que si l'on ne nous tuait pas aujourd'hui, on nous tuerait demain. Et tes gâteaux, est-ce que tu arrives à vendre ce que tu cuisines ici? Non, ici au marché, personne ne les achète. Au village à Rorian, j'étais employée par une boulangerie. Mon travail me plaisait et les ventes, c'était bonnes aussi. Dans mon village, nous étions un groupe de 10 ou 12 femmes à travailler, mais nous recevions toujours des menaces. Ils jetaient des lettres d'avertissement aux endroits où on livrait nos gâteaux. Ils répétaient au chef du village qu'ils allaient fermer le local où nous préparions nos gâteaux, qu'ils allaient le frapper avec une roquette. À cause de cela, les femmes ont eu peur et ont toutes quitté le travail. Les sous qu'on gagnait du matin jusqu'à l'après-midi nous donnaient un sentiment de fierté. Après ça, nous avons dû rester à la maison et attendre que les hommes du village décident de notre vie à notre place. Tout ça parce qu'on vendait nos sucreries dans les marchés. J'ai les photos de mon anniversaire. Ah, montre-moi sur ton téléphone. Cette vie est derrière nous.
Nos maisons sont derrière nous et nous sommes ici. C'était le bon temps. Ça, c'est le jardin. Oui, le jardin, regarde, regarde. Oui, les enfants étaient très libres là-bas. Il y avait une balançoire, ils jouaient avec. Je vois ça et ça me manque encore plus. Les gens, mes voisins, l'école, les ruelles. Il n'y a pas plus malchanceux que les Afghans. Tu ne crois pas? Personne au monde n'échangerait sa vie avec nous, pas même pour une heure. Depuis 40 ans, à la ville comme à la campagne, les Afghans pleurent leur mort. Plus d'1 million de victimes fauchées par une guerre sans fin. Avec le départ des troupes occidentales et l'avancée des talibans, l'avenir du pays s'annonce encore bien sombre. Dans ce scénario du pire, il reste un espoir fragile, la paix retrouvée entre frères afghans. تو که بودی سر ساعت پوشم بودی من چه میکردم قصارتی